À 8 heures du matin et à 15 miles en avant de la station de Rothal, le train s'arrêta au milieu d'une vaste clairière bordée de quelques bungalows et de cabanes d'ouvriers. Le conducteur du train passa devant la ligne des wagons en disant « Les voyageurs descendent ici !» Phileas Fogg regarda Sir Francis Cromarty qui parut ne rien comprendre à cette halte au milieu d'une forêt de tamarins et de cajours. Passepartout, non moins surpris, s'élança sur la voie et revint presque aussitôt s'écriant « Monsieur, plus de chemin de fer !»« Que voulez-vous dire » demanda Sir Francis Cromarty. « Je veux dire que le train ne continue pas. » Le brigadier général descendit aussitôt de wagon. Phileas Fogg le suivit, sans se presser. Tous deux s'adressèrent au conducteur. « Où sommes-nous » demanda Sir Francis Cromarty. « Au hameau de Colby, » répondit le conducteur. « Nous nous arrêtons ici ?»« Sans doute. Le chemin de fer n'est point achevé. »« Comment il n'est point achevé ?»« Non. Il y a encore un tronçon d'une 50aine de miles à établir entre ce point et Allahabad, où la voie reprend. Les journaux ont pourtant annoncé l'ouverture complète du railway. »« Que voulez-vous, mon officier ? Les journaux se sont trompés. »« Et vous donnez des billets de Bombay à Calcutta ?» reprit Sir Francis Cromarty qui commençait à s'échauffer. « Sans doute, répondit le conducteur, mais les voyageurs savent bien qu'ils doivent se faire transporter de Colby jusqu'à Allahabad. » Sir Francis Cromarty était furieux. Passepartout eût volontiers assommé le conducteur qui n'en pouvait mais il n'osait regarder son maître. « Sir Francis, dit simplement Mr. Fogg, nous allons, si vous le voulez bien, aviser aux moyens de gagner Allahabad. »« Monsieur Fogg, il s'agit ici d'un retard absolument préjudiciable à vos intérêts. »« Non, Sir Francis, cela était prévu. »« Quoi ? Vous saviez que la voie... »« En aucune façon. Mais je savais qu'un obstacle quelconque surgirait tôt ou tard sur ma route. Or, rien n'est compromis. J'ai 2 jours d'avance à sacrifier. Il y a un steamer qui part de Calcutta pour Hong Kong le 25 à midi. Nous ne sommes qu'au 22. Et nous arriverons à temps à Calcutta. » Il n'y avait rien à dire à une réponse faite avec une si complète assurance. Il n'était que trop vrai que les travaux du chemin de fer s'arrêtaient à ce point. Les journaux sont comme certaines montres qui ont la manie d'avancer, et ils avaient prématurément annoncé l'achèvement de la ligne. La plupart des voyageurs connaissaient cette interruption de la voie, et en descendant du train, ils s'étaient emparés des véhicules de toutes sortes que possédait la bourgade. Palkigari à 4 roues, charrettes traînées par des zébus, sortes de bœufs à bosses, chars de voyage ressemblant à des pagodes ambulantes, palanquins, poneys, etc. Aussi Mr. Fogg et Sir Francis Cromarty, après avoir cherché dans toute la bourgade, revinrent-ils sans avoir rien trouvé. « J'irai à pied, » dit Phileas Fogg. Passepartout, qui rejoignait alors son maître, fit une grimace significative en considérant ses magnifiques mais insuffisantes babouches. Fort heureusement, il avait été de son côté à la découverte, et en hésitant un peu, « Monsieur, dit-il, je crois que j'ai trouvé un moyen de transport. »« Lequel ?»« Un éléphant qui appartient à un Indien logé à 100 pas d'ici. » « Allons voir l'éléphant, » répondit Mr. Fogg. 5 minutes plus tard, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty et Passepartout arrivaient près d'une hutte qui attenait à un enclos fermé de hautes palissades. Dans la hutte, il y avait un Indien, et dans l'enclos, un éléphant. Sur leur demande, l'Indien introduisit Mr. Fogg et ses 2 compagnons dans l'enclos. Là, ils se trouvèrent en présence d'un animal à demi domestiqué que son propriétaire élevait non pour en faire une bête de somme, mais une bête de combat. Dans ce but, il avait commencé à modifier le caractère naturellement doux de l'animal, de façon à le conduire graduellement à ce paroxysme de rage appelé mutch dans la langue hindoue, et cela en le nourrissant pendant 3 mois de sucre et de beurre. Ce traitement peut paraître impropre à donner un tel résultat, mais il n'en est pas moins employé avec succès par les éleveurs. Très heureusement pour Mr. Fogg, l'éléphant en question venait à peine d'être mis à ce régime, et le mutch ne s'était point encore déclaré. Kiuni, c'était le nom de la bête, pouvait, comme tous ses congénères, fournir pendant longtemps une marche rapide, et à défaut d'autre monture, Phileas Fogg résolut de l'employer. Mais les éléphants sont chers dans l'Inde, où ils commencent à devenir rares. Les mâles, qui seuls conviennent aux luttes du cirque, sont extrêmement recherchés. Ces animaux ne se reproduisent que rarement quand ils sont réduits à l'état de domesticité, de telle sorte que l'on ne peut s'en procurer que par la chasse. Aussi sont-ils l'objet de soins extrêmes, et lorsque Mr. Fogg demanda à l'Indien s'il voulait lui louer son éléphant, l'Indien refusa net. Fogg insista, et offrit de la bête un prix excessif. 10 livres l'heure, refus. 20 livres, refus encore. 40 livres, refus toujours.
Passepartout bondissait à chaque surenchère, mais l'Indien ne se laissait pas tenter. La somme était belle, cependant. En admettant que l'éléphant employât 15 heures à se rendre à Allahabad, c'était 600 livres qu'il rapporterait à son propriétaire. Phileas Fogg, sans s'animer en aucune façon, proposa alors à l'Indien de lui acheter sa bête, et lui en offrit tout d'abord 1000 livres. L'Indien ne voulait pas vendre. Peut-être le drôle flairait-il une magnifique affaire. Sir Francis Cromarty prit Mr. Fogg à part, et l'engagea à réfléchir avant d'aller plus loin. Phileas Fogg répondit à son compagnon qu'il n'avait pas l'habitude d'agir sans réflexion, qu'il s'agissait en fin de compte d'un pari de 20 000 livres, que cet éléphant lui était nécessaire et que dût-il le payer 20 fois sa valeur, il aurait cet éléphant. Mr. Fogg revint retrouver l'Indien dont les petits yeux allumés par la convoitise laissaient bien voir que pour lui ce n'était qu'une question de prix. Phileas Fogg offrit successivement 1200 livres, puis 1500, puis 1800, enfin 2000. Passepartout, si rouge d'ordinaire, était pâle d'émotion. À 2000 livres, l'Indien se rendit. Par mes babouches, s'écria Passepartout, voilà qui met à un beau prix la viande d'éléphant. L'affaire conclue, il ne s'agissait plus que de trouver un guide. Ce fut plus facile. Un jeune Parsi, à la figure intelligente, offrit ses services. Mr. Fogg accepta et lui promit une forte rémunération qui ne pouvait que doubler son intelligence. L'éléphant fut amené et équipé sans retard. Le Parsi connaissait parfaitement le métier de mahout ou cornac. Il couvrit d'une sorte de housse le dos de l'éléphant et disposa de chaque côté sur ses flancs 2 espèces de cacolets assez peu confortables. Phileas Fogg paya l'Indien en banknotes qui furent extraites du fameux sac. Il semblait vraiment qu'on les tirât des entrailles de Passepartout. Puis Mr. Fogg offrit à Sir Francis Cromarty de le transporter à la station d'Allahabad. Le brigadier général accepta. Un voyageur de plus n'était pas pour fatiguer le gigantesque animal. Des vivres furent achetés à Colby. Sir Francis Cromarty prit place dans l'un des cacolets, Phileas Fogg dans l'autre. Passepartout se mit à califourchon sur la housse, entre son maître et le brigadier général. Le Parsi se jucha sur le cou de l'éléphant, et à 9 heures l'animal, quittant la bourgade, s'enfonçait par le plus court dans l'épaisse forêt de Latanier.